Il y a des milliers d'années, les Esséniens pratiquaient une psychanalyse beaucoup plus globale que la psychanalyse qui est pratiquée aujourd'hui. Cette pratique est éloignée pour nous dans le temps, mais elle possède une qualité universelle qui manque à la psychothérapie moderne. Cette psychanalyse constitue un inventaire personnel des idéaux esséniens, de la conduite et de l'évolution individuelle, et peut être d'une très grande valeur pour l'homme contemporain en tant que mesure de son degré d'harmonie avec la loi. Les Esséniens considéraient que l'homme vit au milieu de champs de forces naturelles et cosmiques, qui étaient a priori des forces supérieures et positives. Mais ils savaient également que l'homme, par ses déviations par rapport à la loi, en pensée, en sentiment et en action, crée constamment un champ de forces négatives et inférieures. Il est relié à toutes ces forces et ne peut pas être séparé d'elles. Plus encore, il est toujours en train de coopérer consciemment ou inconsciemment avec les forces supérieures ou avec les forces inférieures. Il ne peut pas être neutre. Le système essénien, qui fut pratiqué d'abord à l'époque de Zoroastre, voulait que l'individu fasse une auto-analyse hebdomadaire de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Ce bilan était destiné à estimer dans quelle mesure il coopérait avec les forces supérieures ou en déviait et permettait d'établir une estimation graphique de son caractère, de ses capacités et de son état physique, indiquant de ce fait le degré de son évolution dans la vie. L'analyse lui permettait d'identifier ses points forts et ses points faibles, en s'efforçant sincèrement et vigoureusement d'améliorer de plus en plus ses pensées, ses sentiments et ses actions, il progressait tout au long de sa vie. Certaines personnes penseront probablement qu'avec les progrès accomplis par toutes les sciences modernes, il est inutile de remonter 8000 ans en arrière pour aller chercher un enseignement antique. Mais ce qui est en question, c'est l'apport réel des sciences dans l'accroissement du bonheur et du bien-être des hommes. Ce qui est généralisé aujourd'hui, c'est le sentiment d'insécurité, la névrose et le malaise économique et social. L'homme a acquis une énorme quantité de connaissances théoriques dans le cadre de la construction de sa culture scientifique. Mais cela n'a ni augmenté son bonheur, ni fait avancer son évolution individuelle. Cela ne l'a pas aidé à être en relation avec l'univers, avec le système cosmique, ni à trouver sa place et son rôle dans ce système cosmique. Sans une telle connaissance, l'homme ne peut pas suivre le chemin de l'évolution optimale pour lui-même ou pour la planète. Les névroses contemporaines sont provoquées par les déviations constantes de l'homme par rapport à la loi de l'harmonie avec les forces naturelles et cosmiques. Si un homme fait tout son possible pour vivre en harmonie avec ses forces naturelles et cosmiques, il ne développera jamais de névrose. La psychologie tente aujourd'hui à se focaliser sur une ou deux de ces forces naturelles seulement. Freud, par exemple, considérait que les désordres de l'esprit humain étaient causés par des déviations par rapport à la loi de la force naturelle du sexe. D'autres se sont concentrés sur d'autres formes de déviation. Mais le système pratiqué à l'époque de Zoroastre considérait que l'harmonie avec toutes les forces naturelles et cosmiques était une nécessité pour la santé intégrale et l'équilibre psychologique. La supériorité de ce système sur les autres repose sur son caractère intégral et universel. Le travail d'auto-amélioration prôné par ce système doit être réalisé jour après jour par l'individu concerné. La psychanalyse, de son côté, dépend en grande partie de l'analyste, car la personne analysée assume un rôle quelque peu passif. Dans la méthode zoroastrienne, l'accomplissement de l'harmonie est pour chaque individu le travail d'une vie et ne se résume pas au travail accompli par une autre personne pendant une période de 2 ans ou quelquefois moins encore. Les 16 éléments utilisés dans ce système embrassent chacun des aspects de la vie humaine. Ils correspondent, d'une certaine manière, aux 14 forces symbolisées par l'arbre de vie essénien. Les Esséniens
ni au temps de Zoroastre, ni plus tard, n'avaient pas pour but de diviser les forces naturelles et cosmiques en un modèle rigide ou artificiel. Il s'agissait simplement pour eux de les situer d'une certaine façon, afin d'exprimer plus clairement leur valeur et leur utilisation dans la vie de l'homme. La pratique de cette analyse n'entraînait pas une exigence de perfection. L'individu était invité à s'efforcer sans repos, à améliorer son rapport avec chacune des 16 forces et à maximiser l'harmonie et l'utilisation de leur puissance et de leurs énergies. L'individu engagé dans cette tâche était sûr de pouvoir jouir d'une vie active et créative qui lui apporterait la plus grande somme de bonheur possible, ainsi que la faculté de servir les autres. Au contraire, l'individu qui continuerait dans la voie des déviations trouverait la vie de moins en moins intéressante et de moins en moins digne d'être vécue, et verrait croître son désespoir et sa frustration. Les enseignements des Esséniens donnaient à l'homme une connaissance exacte de la place et du rôle qui devaient être les siens dans l'univers. Leur méthode d'analyse individuelle hebdomadaire leur permettait de savoir dans quelle mesure ils avaient compris l'enseignement, s'ils le pratiquaient correctement, et dans quelle mesure ils progressaient dans la voie de leur évolution individuelle. Des 16 forces qui étaient utilisées pour la pratique de l'analyse, 8 relevaient des forces terrestres et 8 des forces cosmiques. Les forces terrestres étaient le soleil, l'eau, l'air, la nourriture, l'homme, la terre, la santé et la joie. Les puissances cosmiques étaient le pouvoir, l'amour, la sagesse, le conservateur, le créateur, la vie éternelle, le travail et la paix. L'analyse considérait chacune de ces forces sous 3 aspects différents. Premièrement, le pouvoir, autrement dit la force, est-il compris? Deuxièmement, l'individu ressent-il la signification de la force de manière profonde et sincère? Troisièmement, le pouvoir est-il employé continuellement et le mieux possible? Les forces terrestres. Les significations et les utilisations des forces terrestres sont les suivantes. Première force terrestre, le soleil, qui est une source d'énergie très importante, et il faut entrer en contact avec le pouvoir solaire et l'utiliser le plus possible chaque jour de la vie, sous la forme la meilleure possible pour la santé et pour le bien-être de l'individu. Deuxième force, l'eau. L'eau est un élément essentiel de la vie. Elle doit être employée de manière appropriée dans l'alimentation. Il faut se baigner dans l'eau chaque matin, tout au long de l'année. Troisième force, l'air. L'air joue un rôle énorme dans la santé du corps et il faut passer le plus de temps possible à l'extérieur pour respirer l'air pur et utiliser au profit de la santé les énergies présentes dans l'atmosphère. Quatrième force, la nourriture. La nourriture doit être appropriée et elle doit être absorbée en quantité idoine pour fournir une autre force essentielle à l'organisme. Cinquième force, l'homme. L'homme était considéré comme une force représentant le droit et la responsabilité de chacun envers sa propre évolution. Chaque individu doit employer chaque moment de sa vie à progresser dans la vie, et c'est une tâche que personne ne peut accomplir pour lui. Il doit connaître et comprendre ses propres potentialités et trouver la voie la plus pratique de développement et d'utilisation de ses potentialités au service de l'humanité. Sixième force, la terre. La terre représente les 2 aspects de la force générative créatrice de vie sur la planète. Le premier aspect de cette force crée la vie à partir du sol en produisant les arbres et la végétation dans son ensemble. L'autre aspect se manifeste dans les énergies sexuelles chez l'homme. L'individu
doit comprendre et utiliser les techniques les plus efficaces de culture des plantes et de production de la nourriture, et comprendre et utiliser les techniques les plus efficaces pour une vie sexuelle harmonieuse. 7e force, la santé. La santé dépend du rapport harmonieux entre l'homme et toutes les forces de la terre, le soleil, l'eau, l'air, la nourriture, l'homme, la terre et la joie. L'individu doit se rendre compte de l'importance de la bonne santé dans son propre intérêt et dans l'intérêt des autres. Et il doit pratiquer toutes les techniques visant à améliorer sa santé par la pensée, par les sentiments et par l'action. 8e force, la joie. La joie est un droit essentiel de l'homme qui doit accomplir toutes ses activités quotidiennes avec un profond sentiment de joie qui doit surgir en lui et rayonner autour de lui. Il doit ce faisant en comprendre l'importance pour lui et pour les autres. Telles sont les forces de la nature que l'homme doit apprendre à comprendre et à utiliser. Les 8 puissances suivantes, qui relèvent du cosmos, sont encore plus importantes dans la vie de l'homme, car il ne peut vivre en harmonie complète avec les forces terrestres s'il n'est pas également en harmonie avec les puissances célestes. Les forces cosmiques. Première force, la puissance. La puissance se manifeste continuellement dans les actions de l'homme qui sont le résultat de sa coopération ou de son manque de coopération avec toutes les autres puissances et avec toutes les autres forces, en accord avec la loi inébranlable des causes et des effets. L'individu doit comprendre l'importance des bonnes actions et il doit se rendre compte que sa personnalité, sa position et son environnement dans la vie sont le résultat de ses actions passées, de même que son avenir sera exactement ce que ses actions présentes en feront. En conséquence, il doit à tout moment s'efforcer de réaliser de bonnes actions qui soient en harmonie à la fois avec les lois de la nature et avec les lois du cosmos. 2e force, l'amour. L'amour s'exprime sous forme de paroles douces et aimables, adressées aux autres, et qui ont une influence sur la santé et le bonheur de l'individu qui les prononce aussi bien que sur la santé et le bonheur des autres. Un amour sincère envers tous les êtres doit être manifesté par des sentiments et des mots harmonieux. 3e force, la sagesse. La sagesse se manifeste sous forme de bonnes pensées, et c'est le privilège et le droit de l'homme d'augmenter sa connaissance et sa compréhension de manière à ce qu'il puisse formuler seulement de bonnes pensées. Il doit chercher à progresser dans la sagesse afin de comprendre de mieux en mieux l'ordre cosmique et son propre rôle dans l'ordre cosmique. C'est seulement à partir de l'acquisition d'un certain degré de sagesse qu'un individu peut apprendre à n'avoir que des bonnes pensées dans sa conscience et refuser d'abriter des pensées négatives et destructives au sujet des personnes, des lieux, des conditions ou de toutes sortes de choses. 4e force cosmique, la conservation des valeurs. Elle concerne la capacité à préserver tout ce qui est utile et tout ce qui est porteur d'une vraie valeur, qu'il s'agisse d'un arbre, d'une plante, d'une maison, d'un rapport entre des personnes ou de l'harmonie sous toutes ses formes. Quand quelqu'un détruit ou laisse quelque chose de bon se gaspiller, se détériorer ou être endommagé, que cette chose soit matérielle ou immatérielle, il coopère avec les forces destructives négatives à l'œuvre dans le monde. Il faut saisir toutes les occasions d'empêcher que les choses qui ont de la valeur soient endommagées. 5e force cosmique, la création. La création signifie la nécessité pour l'homme de mettre à profit ses puissances créatrices, puisque son rôle sur la planète est de continuer le travail du Créateur. Par conséquent, il est dans l'obligation d'essayer de réaliser quelque chose d'original et de créateur, quelque chose de neuf et de différent, aussi souvent qu'il peut, et au travers de quelque intervention inventive que ce soit. Ce peut être une œuvre d'art ou n'importe quoi qui soit bénéfique à d'autres qu'à lui. 6e force cosmique, la vie éternelle.
La vie éternelle concerne la sincérité de l'homme envers lui-même et envers les autres, dans tout ce qu'il fait, et avec tous ceux qu'il rencontre. Il doit être profondément sincère au moment d'analyser son rapport, sa compréhension et l'utilisation qu'il fait de toutes les forces de la nature et du cosmos. Et il doit faire tous les efforts nécessaires pour évaluer honnêtement la situation dans laquelle il se trouve, sans essayer de rationaliser ou de justifier les choses qu'il fait ou dit ou pense. 7e force cosmique, le travail. Le travail est la condition préalable de beaucoup d'autres valeurs. Il signifie que chacun doit effectuer les tâches quotidiennes qui lui incombent avec soin et efficacité. C'est une contribution de l'individu à la société et une condition préalable au bonheur de tous. Car quand une personne n'effectue pas son travail correctement, d'autres ont à le faire. L'homme doit apprendre à éprouver un sentiment profond de satisfaction dans son travail, de sorte qu'il puisse rétribuer la société pour tout ce qu'il en reçoit. 8e force cosmique, la paix. La paix doit être créée et maintenue par chaque individu en lui-même et autour de lui, afin qu'il puisse être un instrument permettant de lutter contre la discordance, contre l'hostilité et contre les guerres, puisque la condition de l'humanité tout entière dépend de l'état de ses atomes, c'est-à-dire des individus qui la composent. L'individu doit sentir le besoin de cette paix intérieure profondément et faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'établir et la maintenir partout où elle existe. La personne qui s'évaluera en fonction de ces 16 éléments saura clairement par quels moyens elle pourra améliorer son développement personnel et de quelle manière elle pourra mieux s'impliquer dans l'évolution de l'humanité. C'est ce faisant qu'elle pourra aller de l'avant vers son objectif final, l'objectif auquel vise l'ensemble de l'humanité, l'union avec le Père céleste. Tiré du livre des hymnes des manuscrits de la mer morte. J'ai atteint à la vision interne, et grâce à ton esprit présent en moi, j'ai entendu ton merveilleux secret. Par ton intuition mystique, tu as fait jaillir une source de connaissance qui coule en moi, une fontaine de puissance, des rivières aux flux puissants, un torrent d'amour et de sagesse enveloppante, semblable à la splendeur de la lumière éternelle.